Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 9 décembre 2024, épisode 119. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Le changement d'hébergeur est en cours et normalement vous devriez continuer à recevoir tous nos épisodes sur vos plateformes favorites. Au programme aujourd'hui, quand les QR codes contournent l'isolation des navigateurs, les chercheurs de Mandiant dévoilent une méthode innovante permettant aux attaquants de contourner l'isolation des navigateurs via des QR codes. Une nouvelle extension de domaine, un véritable terrain fertile pour les phishers. Les nouvelles extensions comme les .shop, les .top ou XYZ attirent les cybercriminels grâce à des coûts extrêmement faibles et à l'absence de vérification lors des enregistrements. Le FSB démantèle un réseau international de fraude basé sur des faux centres d'appel. Le service fédéral de sécurité russe, le FSB, annonce avoir neutralisé un réseau de centres d'appel frauduleux opérant dans plus de 50 pays et générant jusqu'à $1 million par jour. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui vous permettent de créer cet épisode dans la description de celui-ci. L'agence russe TASS nous informe qu'un démantèlement d'un réseau international de centres d'appel frauduleux par le FSB. Ce réseau aurait trompé environ 100 000 personnes réparties dans plus de 50 pays, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil, l'Inde, le Japon et d'autres régions du monde. Selon les informations communiquées par le FSB, ces centres d'appel fonctionnaient dans l'intérêt de David Kazeravici, un ancien ministre géorgien de la Défense et fondateur du Milton Group. Actuellement réfugié à Londres, cette personne aurait orchestré ces activités illicites qui généraient des revenus atteignant jusqu'à $1 million par jour. Les investigations qui ont permis d'identifier les responsables de ces centres d'appel opéraient en Russie. Il y avait deux individus, Kesselman, de nationalité israélienne et ukrainienne, ont été arrêtés. Dodva, de nationalité israélienne et géorgienne, déclarée en fuite, aurait supervisé ces opérations. En 2022, sur les instructions présumées du service de sécurité ukrainien, le SBU, ces mêmes individus auraient organisé la diffusion de messages anonymes signalant des attaques terroristes imminentes contre des infrastructures critiques à Moscou, Kursk, Bryansk et Belgorod. Ces alertes avaient pour objectif de semer la panique et de perturber les opérations locales. Le FSB a procédé à l'arrestation de 11 dirigeants et employés des bureaux russes liés à ces centres d'appel. Les charges retenues incluent organisation d'un réseau criminel, fraude à grande échelle, signalement mensonger d'actes terroristes. Les actions judiciaires se poursuivent et un dossier criminel a été ouvert pour approfondir l'enquête. Alors, ce réseau constitue un exemple significatif de l'utilisation des centres d'appel comme vecteur d'attaque international exploitant les failles de régulation transnationale. Mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour nous parce que ça fait beaucoup moins d'appels. Et il y a une vidéo. Alors, j'ai pu récupérer la vidéo. Il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir vous la stocker pour que vous puissiez la lire. Et on découvre que c'est pas 2-3 conseillers. Ce sont des centaines de faux conseillers dans des locaux, mais impeccables. On se croirait dans une entreprise tout à fait normale. On n'est pas sur des suites à capuche ni des loups solitaires. Ce sont des gens qui font énormément d'argent. On parlait de $1 million par jour. Et ils travaillent 7 jours sur 7. On voit les plannings, on voit les différentes langues. Tous les staffs des gens sont regroupés par langue. Ce sont des natifs du pays. Ce ne sont pas des russophones ou des Ukrainiens qui l'ont fait. Quand ils ciblaient la France, c'était des Français. Quand ils ciblaient, par exemple, l'Allemagne, c'était des Allemands. Impressionnant à lire. Et surtout, à voir la vidéo. Brian Krebs nous remonte une étude intéressante. Avec les nouvelles extensions de domaine, c'est une véritable opportunité en or pour les phishers. Les attaques de phishing, ils ont augmenté de 40% entre août 2023 et août 2024. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'informatique quantique pour faire de l'argent. Un bon site de phishing vous rapportera plus d'argent que d'investir dans une machine qui fait du quantique. Cette augmentation est une grande partie liée à l'utilisation de nouvelles extensions de domaines génériques de premier niveau, ce qu'on appelle les GTLD, comme les .shop, les .top ou les XYZ. Ces extensions, introduites récemment, attirent des cybercriminels grâce à des coûts mais vraiment très faibles. Ça vaut que dalle. Et à l'absence des contrôles stricts lors de l'enregistrement. Il n'y a aucune demande de pièce d'identité. Cette étude, menée par Interedis Consulting, sponsorisée par des organisations telles que l'Anti-Phishing Working Group, ce qu'on appelle l'APWG, a montré que bien que ces nouvelles extensions représentaient seulement 11% des domaines enregistrés, elles sont responsables comme de 37% des cybercrimes signalés durant cette période. Les raisons principales, c'est déjà un prix ultra compétitif. Il faut savoir qu'un .com, ça démarre à peu près à $5,91. Alors que ces domaines-là vont démarrer à moins $1. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 6 domaines pour le prix d'un domaine. Il y a une absence de vérification, il y a peu ou pas d'exigence d'identité pour les enregistrements. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de pièce d'identité, vous pouvez déposer un nom de domaine d'une entreprise commerciale. Et les grandes marques comme Apple, Google, Facebook ou PayPal figurent parmi les cibles récurrentes. Mais cette année, il y a un petit nouveau qui est arrivé, qui a été ciblé devant toutes ces grandes compagnies. C'est le service postal américain, ce qu'on appelle l'USPS, c'est vraiment de la poste en France.
Et cette augmentation du phishing est liée à des services postaux qui a été attribué à un cybercriminel connu sous le nom de Chen Lun, actif dans plusieurs pays. Donc, on a repéré qui était le responsable du phishing, qui fournissait les kits de phishing, etc. Il n'a pas été arrêté. On a un pseudonyme, il n'est pas encore fait. Mais ce qui est surprenant, c'est le phénomène des sous-domaines gratuits. Parce que, outre les GTLD, de nombreux cybercriminels vont exploiter des fournisseurs de sous-domaines gratuits tels que blogspot.com, page.dev ou weebly.com. Et ces services permettraient la création rapide de sous-domaines, souvent à grande échelle, qui vont compliquer vraiment un effort de détection et aussi de takedown. Alors l'étude qui est hyper intéressante, elle est vraiment à lire. Elle a identifié plus de 1,18 million de domaines, de sous-domaines utilisés pour des attaques de phishing, soit une augmentation de 114%. Vous vous rendez compte ? 1,18 million de sous-domaines. Quand on connaît le prix d'un takedown sur un domaine, sur un site de phishing, c'est tendu. Aucune entreprise n'a les moyens aujourd'hui, à part les grands GAFA, mais une entreprise normale n'a pas le budget pour fermer ces 1,18 million de sous-domaines. Il faut savoir que les hébergeurs aussi, il y a des hébergeurs qu'on appelle bulletproof, qui sont complices de ces personnes. Et c'est un véritable défi de régulation parce que l'organisme de régulation des noms de domaine qu'on connaît, qui est l'ICANN, prévoit l'introduction de nouvelles extensions dès 2026 et tous les experts craignent que ces initiatives qui sont sans politique d'enregistrement renforcée n'élargissent davantage le terrain de jeu des cybercriminels. Et selon John Levin, président de COS, l'ICANN agit davantage comme une association de spéculateurs de domaines que comme un régulateur neutre. Alors qu'est-ce qui nous reste comme nous, pour les experts en cybersécurité, comme recommandation ? On voudrait bien qu'ils renforcent les contrôles d'enregistrement, imposer des vérifications d'identité pour limiter les abus, qu'ils augmentent aussi les tarifs pour décourager les enregistrements massifs, surveiller les sous-domaines, c'est-à-dire encourager les plateformes comme Google à limiter les créations automatisées de sous-domaines. Rien ne vous empêche de faire un script et de créer 800 domaines en une minute, en une commande. Adopter une surveillance proactive, mettre en place des solutions capables d'identifier et de bloquer des domaines et des sous-domaines malveillants. Ça, j'y crois un peu moins, vu le nombre de personnes qui sont connectées aujourd'hui sur Internet, qui utilisent le cloud, etc. Je pense que ce sera cette partie-là qui sera la plus dure. C'est à lire, c'est instructif, et Brian Krebs a toujours fait un super boulot, mais là, c'est pas mal. C'est un peu décourageant quand même. Bleeping Computer a fait un article sur une nouvelle technique de contournement de l'isolation des navigateurs via des QR codes. Je vais pas faire du spoil, mais l'article, il m'a tué. Quand je l'ai lu, il m'a fait ma journée parce qu'il est vraiment doué, il a le bon niveau. Et pour une fois, Bleeping, avec les chercheurs de Mendiant, ils ont travaillé sur une découverte, sur une méthode innovante permettant de contourner les technologies d'isolation des navigateurs et de mener des opérations de C2 en utilisant des QR codes. Au début, j'ai dit, c'est encore un article, clique à, voilà. Et l'isolation des navigateurs, qui est une technologie de sécurité de plus en plus utilisée, elle consiste à quoi ? À exécuter des requêtes web locales dans un environnement distant, comme un navigateur hébergé dans le cloud ou sur une machine virtuelle. Ce modèle est censé protéger les appareils locaux en empêchant le code malveillant de s'exécuter directement sur le système. Et ce qui est génial, c'est que les canaux de commande de contrôle de C2 permettent aux attaquants de communiquer avec les systèmes compromis, leur donnant la possibilité d'exécuter des commandes à distance, d'exfiltrer les données et de manipuler le device. Avec l'isolation des navigateurs, les requêtes HTTP des attaquants sont interceptées, neutralisées, compliquant les communications malveillantes. Cependant, Mendiant a démontré que ces mesures ne sont pas infaillibles, soulignant la nécessité d'adopter des stratégies de sécurité en profondeur, ce qu'on appelle du defense in depth. Mais plutôt que d'utiliser des requêtes HTTP classiques, la méthode de Mendiant, c'est d'encoder les commandes malveillantes dans des QR codes. Ouais, c'est lunaire. Ils mettent ça dans des QR codes, affichés visuellement sur une page web. Et comme le contenu visuel des pages n'est pas filtré par l'isolation des navigateurs, les QR codes atteignent le navigateur local de la victime. C'est-à-dire que vous avez beau utiliser des sandbox distance, parce que c'est des sandbox, vous utilisez tout ça à distance, mais grâce au QR code, vous allez être sur la machine locale. Le navigateur local de la victime infectée par un malware capture les QR codes. Ces QR codes sont décodés pour récupérer les instructions malveillantes. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu utiliser les mécanismes de l'external C2 de Cobalt Strike. Et ça a permis de détourner et d'exécuter certaines commandes. Alors, cette méthode, elle démontre une exploitation sur la dernière version de Google Chrome. Mais elle pourrait s'appliquer à d'autres navigateurs utilisant des technologies similaires. On parle de Chromium, de Edge, par exemple. Mais bien que la preuve de concept soit fonctionnelle, alors on est sur du POC, on est sur un concept, ça fonctionne, la technique, elle a quand même pas mal de limitations. Déjà, il faut savoir que sur un QR code, vous avez des capacités limitées. Sur chaque QR code, on peut transporter qu'à peu près 2189 octets, soit 74% de leur capacité maximale. Et en cas de problème de lecture, cette capacité est encore réduite. Alors pour nous, ce que j'appelle les anciens, vu qu'on est habitué à développer avec du C ou de l'assembleur, 2189 octets, j'ai un disque d'1 Tera en face de moi.
Mais pour tous ces jeunes programmeurs, développeurs sortant des écoles brillantes du Rust, du Python et de toutes les bouses de tous les programmes hyper évolués, vous avez un petit problème de taille. 2189 octets en C, mais t'écris une encyclopédie, quoi. Après, il y a une bande passante qui est très faible. Chaque transmission prend environ 5 secondes, limitant le débit à 438 octets par seconde. Cette méthode n'est pas adaptée pour des charges utiles importantes ou un proxy SOX. Puis vient les mesures de sécurité supplémentaires, des outils comme la réputation de domaine, le filtrage des URL ou la prévention contre les pertes de données pourraient détecter et bloquer ce type d'attaque. Mais même avec ces limitations, cette technique a démontré que les technologies d'isolation des navigateurs n'étaient pas infaillibles. Les environnements critiques doivent adopter une vigilance accrue face à ce type d'attaque, c'est génial comme POC. J'ai mis un peu de temps à comprendre, il m'a fallu quelques heures, mais c'était plutôt pas mal. Surtout que quand on voit les recommandations que nous donne Mendiant, là c'est pareil, on se met à pleurer, c'est-à-dire qu'on n'a même pas les yeux qui saignent, je pense qu'il faut qu'on change de boulot, quoi. Alors ils nous disent, vous allez surveiller les trafics anormaux, identifier les navigateurs sans interface utilisateur, les headless browsers, opérant en mode automatisé. Ouais, bien sûr. Quand tu as 3 utilisateurs, tu peux le faire. T'en as plus de 200 000, c'est un peu plus compliqué. Renforcer la sécurité des environnements isolés et adapter une stratégie en profondeur qui consiste à compléter l'isolation des navigateurs par d'autres mesures comme l'analyse de comportement ou la détection des patterns de commandes malveillantes. Je vous cache pas, vous vous sentez très seul à la fin. Mais le rapport de Mendiant est top. Il y a des très bons exemples sur Bleeping Computer si vous n'avez pas accès au rapport de Mendiant. C'est un article à lire. C'est un nouveau type de menace. Elle est très évoluée. Ce ne sont pas des phishers qui vont les utiliser, ce type de... C'est vraiment de la distribution de malware avec des charges pour faire soit de l'espionnage, soit de la fuite de données sur des environnements sensibles. Ça vaut la peine de bosser là-dessus. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du lundi 9 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos messages et vos avis. J'ai un petit clin d'œil à Nicolas qui a téléphoné ce soir sur la hotline de Radio Cessor. Le pauvre, il s'attendait à tomber sur le répondeur et j'ai décroché. Et j'ai une private jokes pour toi, Nicolas. On ne téléphone pas en conduisant, surtout qu'on se fait calculer qu'on est dans la voiture en train de rouler. Donc tu prends soin de toi, ça serait dommage d'avoir un accident où tu perds 4 points juste pour être au téléphone et poser une question sur Radio Cessor, qui est vraiment le podcast indispensable dans ta cybersécurité quotidienne. Mais vous pouvez me laisser un message en arrêtant la voiture sur le côté, même en ayant un kit main libre, ou vous allez sur le périph' à Paris, vous serez de toute manière à l'arrêt, au 07 68 72 20 09. Il est 23h30, il faut à tout prix que je diffuse le podcast. J'ai passé beaucoup de temps à faire la migration aujourd'hui sur la nouvelle plateforme d'hébergement. Je comprends pas tout ce qui est en train de se produire. YouTube, par exemple, quand on réimporte un podcast et qu'il y a plus de 100 épisodes, il le fait en 2 jours et pas en une fois. Et SoundCloud n'est pas pris dans le nouveau hébergeur. Mais il n'y aura plus de publicité, on ne parlera plus de l'ancien hébergeur. À demain pour un nouvel épisode, j'aurai plus de temps. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle journée, une très belle nuit pour ceux qui vont m'écouter d'ici quelques minutes. À demain. Au revoir.